notre troisième panéliste qui est en direct de Colombie-Britannique, Madame Marie-Sophie Banville. J'aimerais faire un test. Est-ce que Madame Banville, vous nous entendez? Oui. Oui, je vous entends. Est-ce que vous me voyez dans la salle? Est-ce que vous m'entendez dans la salle? Oh oui, on vous voit en grand écran. Oui. On vous entend également. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, je vous entends. Merveilleux. Les joies de la post-pandémie et de l'hybride. Et Alors, voilà. une courte présentation avant de vous laisser la parole. Marie-Sophie Banville, vous êtes autrice, journaliste indépendante et doctorante en droit à l'Université de Victoria. Vous avez développé une expertise sur les dynamiques immobilières et œuvré à la recherche de solutions pour contrer la spéculation financière. Au sein de l'organisme Vivacité Société immobilière solidaire, vous avez contribué à la création de nouvelles formules d'habitation pour faire face aux problèmes d'abordabilité des villes. Vous avez aussi conçu et enseigné un séminaire interdisciplinaire sur la financiarisation du logement à l'Université Concordia. Alors, de la même façon, Madame Banville, je vais vous laisser 10 à 12 minutes pour votre intervention. Et la suite de cette troisième et dernière intervention, ça sera la période de questions du public. Madame Banville, la parole est à vous. Parfait. Merci beaucoup. Je suis très heureuse de compléter ce beau trio de présentations. Je pense qu'on a vraiment des approches très complémentaires dans la façon qu'on aborde le problème. Moi, je me suis beaucoup basée sur le projet de plan d'urbanisme tel que présenté par la Ville de Montréal. Je me suis beaucoup interrogée un petit peu plus à savoir comment il se représente lui-même la question de l'habitation, que faire au niveau de l'habitation. Fait que ce que j'aimerais offrir dans ma présentation, c'est peut-être de prendre un certain pas de recul puis de mettre en perspective un peu les actions qui sont proposées par la Ville de Montréal dans son projet de ville là, vers le plan d'urbanisme et de mobilité. Donc, la première chose, quand on regarde à la page 130 du projet de plan d'urbanisme, qui est la section en lien avec l'habitation, on commence avec une phrase qu'on entend beaucoup dans l'espace public. Montréal est une ville où les coûts de l'habitation sont encore considérés comme abordables à l'échelle nord-américaine. Pour avoir été moi-même, maintenant je suis de retour dans le milieu académique, je suis en train de faire mon doctorat, mais pour avoir été longtemps sur le terrain au niveau de la production du logement abordable lui-même, c'est une phrase que j'ai entendue souvent et c'est souvent une phrase qui a été utilisée par des politiciens, politiciennes pour reconnaître le problème d'abordabilité, mais en même temps tempérer l'urgence d'agir un peu. De se dire, écoutez, Montréal, c'est pas Toronto, c'est pas Vancouver, ça va encore bien. Donc, on reconnaît qu'il y a une crise, mais en même temps, euh, on la tempère un peu, on la relativise. Je pense que la présentation d'Adam vous a vraiment expliqué à quel point Montréal se retrouve dans un contexte national qui est celui du Canada où ben, ça va vraiment pas bien au Canada. Puis je pense que vu qu'on est dans notre espèce de bulle nationale, des fois, on en vient à oublier à quel point l'univers, l'atmosphère dans lequel on baigne est très, très critique. Ce qu'on voit ici, c'est le rapport des prix du logement au revenu compilé par l'OCDE c'est les dernières données du dernier trimestre. Puis le rapport des prix du logement au revenu pour le Canada est de 143,03. Puis l'année de référence, c'est 2015. Donc, ça veut dire que depuis 2015, les prix de l'habitation ont progressé 43 plus rapidement que les revenus au Canada, ce qui le place très, très haut dans le triste palmarès au niveau des pays de l'OCDE et qui en fait le premier pays au niveau de l'inabordabilité dans les pays du G7. Donc, quand on dit, ben, Montréal, ça va relativement bien, il faut comprendre de un que le contexte nord-américain et en particulièrement le contexte canadien n'est pas une échelle de comparaison particulièrement judicieuse. Puis si on rentre un peu plus, là, je ne m'étalerai pas trop là-dessus parce qu'Adam a déjà fait la démonstration, mais l'indice des prix du logement, c'est un indice qui permet de calculer la variation des prix aux reventes. Fait que souvent, quand on dit Montréal est plus abordable que New York ou San Francisco, on pense au prix réel. Fait que, ben, une maison à New York, ça coûte moins cher en prix réel qu'une maison à Montréal, ce qui est vrai. Mais ce que la progression de l'indice des prix du logement, ce que ça nous renseigne, en fait, c'est quoi la variation des prix quand une propriété change de main? Donc, à chaque revente d'une même propriété, à quel point le prix augmente.
Fait que ça nous donne, disons, une autre lunette pour comprendre l'abordabilité relative de Montréal. Puis ce qu'on remarque, c'est qu'entre 2002 et 2022, les prix ont progressé, selon cet indice-là, de 314 à Montréal. C'est 50 plus rapidement qu'à New York. Donc, c'est pas parce que la situation à Montréal va mieux qu'à Toronto ou Vancouver qu'elle va bien. Donc, j'inviterais peut-être, là, quand on réfléchit à l'abordabilité de Montréal, est-ce que c'est nécessaire de commencer d'ouvrir notre section sur l'habitation en se disant, ben ça va mieux à Montréal qu'ailleurs? Ça pourrait être intéressant d'adopter un autre discours qui nous place dans un autre type de posture pour ouvrir la discussion sur la question de l'abordabilité de l'habitation. Donc, là, la section sur l'habitation du plan d'urbanisme commence avec « Ça va mieux à Montréal que dans le reste de l'Amérique du Nord ». La phrase qui suit « Des efforts soutenus sont quand même à déployer afin de préserver l'abordabilité de Montréal. Des outils ajoutés récemment permettent d'influencer l'offre résidentielle, notamment le droit de préemption et les règlements visant à améliorer l'offre en matière de logement social, abordable et familial. » Et là, il y a un parallélisme incroyable entre ma présentation et celle de Jérôme, parce que c'est justement sur la question de l'offre que j'aimerais attirer votre attention. Souvent, lorsqu'il est question d'abordabilité, il y a une convergence au niveau des solutions basées sur l'offre. Il faut construire plus de logements, il faut construire plus de logements sociaux, il faut construire plus de logements abordables. Puis c'est assez intéressant de voir qu'il y a une espèce de convergence entre la droite puis la gauche, si on veut. À droite, les promoteurs immobiliers vont vous dire il faut construire plus de logements privés. Puis à gauche, FRAPRU, tous les organismes de défense des droits du logement, puis qui promeuvent la construction de davantage de logements sociaux, vont vous dire la même chose. Il faut augmenter l'offre de logements sociaux. Ce qui n'est pas totalement faux, au sens où il faut qu'il y ait une offre dans un marché immobilier pour qu'il y ait un point d'équilibre entre l'offre et la demande. Ça, c'est une représentation très, très simple, si pas simpliste, c'est comment l'équilibre des prix se trouve dans un marché immobilier. Donc, il faut qu'il y ait un équilibre entre l'offre de logement, combien il y a d'unités disponibles sur un marché, et la demande pour le logement. L'affaire, c'est qu'on est tellement, je dirais, articulé autour d'une réflexion urbanistique sur la question de l'offre. La plupart des demandes qui sont listées dans le projet de plan de la Ville de Montréal sont très articulées au niveau de l'offre. Et la question qu'on ne se pose pas, c'est, mais la demande, d'où elle vient cette demande-là? Est-ce qu'on prend en tête les gens qui sont là pour se loger, ceux qui sont là pour investir, ceux qui sont là pour spéculer? Est-ce qu'on les voit comme un seul et même tout? Puis je ne rentrerai pas dans ces détails-là aujourd'hui, mais si on continue à creuser notre réflexion sur qu'est-ce qui constitue la demande immobilière, la demande pour l'habitation au Canada, ce qu'on va rapidement réaliser, c'est que ça fait au-dessus de 20 ans que l'échelon fédéral, par la Société canadienne d'hypothèques et de logement, par la Banque du Canada, et par le biais des programmes d'accession à la propriété du gouvernement fédéral lui-même, ça fait 20 ans qu'on a le pied sur l'accélérateur de la demande avec des bas taux d'intérêt, avec toutes sortes de mesures qui font que la demande ne cesse de croître, on ne cesse de la stimuler. Puis après ça, à l'échelle des villes, on se dit il faut qu'on rattrape l'offre, il faut qu'on rattrape l'offre, il faut qu'on construise plus. C'est vrai, mais en même temps, il faut commencer à avoir cette réflexion-là un petit peu plus large, à savoir, OK, comment on agit aussi sur la demande, comment on interpelle l'échelon fédéral pour lui dire, là, il va falloir que tu enlèves le pied de l'accélérateur de la demande pour qu'on soit capable, nous, de récupérer ce manque-là. Puis comment aussi, à l'échelle d'une ville, à travers un plan d'urbanisme, à travers la façon qu'on aménage les territoires, on peut commencer aussi à réfléchir en termes de comment on agit sur la demande, comment on influence la demande. Donc, la façon que je vous inviterais, mettons, à voir ça, c'est de voir l'offre et la demande dans un marché immobilier comme des boutons là, pour du volume. Donc, il faut penser à des mesures qui permettent de diminuer une offre qui est nocive, puis d'augmenter une offre qui est dite bénéfique. Fait que la façon que je décris une offre nocive, puis le nocive au regard de l'abordabilité, bien sûr, mais une offre qui serait nocive, c'est si on ne fait que produire
ce que j'appelle, entre guillemets, une monoculture de condos trop chers. Donc, si l'industrie immobilière n'est pas réglementée de façon à l'influencer, à produire ou pas certains produits, elle va continuer à produire uniquement du condo trop cher parce que c'est ce qui est le plus rentable pour elle. Puis de la même façon, si on est un peu plus sophistiqué dans notre réflexion sur comment on peut introduire des mesures pour diminuer l'offre qui est nocive, réglementer les pratiques d'investissement immobilière des entités publiques, parapubliques, fiscalisées. Griffintown, au centre-ville de Montréal, 50 des unités qui ont été construites à Griffintown l'ont été par le biais du fonds immobilier de la FTQ, qui est un fonds d'investissement qui bénéficie d'avantages fiscaux importants. Donc, ça pourrait être intéressant aussi à avoir cette réflexion-là, à se dire comment on peut utiliser les fonds d'investissement qui ont un lien avec le secteur public pour les orienter vers la production d'une offre qui est plus bénéfique. Et de l'autre côté, justement, l'offre bénéfique, c'est d'avoir un continuum. J'adore la description que tu as faite, Adam, d'un contexte d'abordabilité. Comment on crée une offre qui s'insère dans ce contexte d'abordabilité-là. Donc, comment on s'assure d'avoir des habitations perpétuellement abordables, une offre diversifiée pour l'ensemble du continuum du logement. Adopter des règlements de l'inclusion est un autre exemple de façon d'augmenter l'offre bénéfique. Puis ça, la Ville de Montréal est déjà bien, bien avancée là-dessus. Et de l'autre côté, comment on peut commencer à réfléchir en termes de qu'est-ce qu'on peut faire pour diminuer la demande nocive et augmenter la demande bénéfique. Ce que je veux dire par diminuer la demande nocive, c'est la demande qui est spéculative, qui est là purement, c'est la demande des investisseurs puis des spéculateurs, en fait. Comment on peut mettre des mesures en place qui envoient le message? Écoutez, vous pouvez bien être là avec votre argent prêt à investir dans l'immobilier montréalais pour faire de l'argent rapidement, mais on a mis en place des choses qui encadrent la demande dans notre marché, qui font que si ce qui vous intéresse dans la vie, c'est de faire de l'argent rapidement, allez investir en bourse, achetez-vous des bitcoins, faites ce que vous voulez, mais intéressez-vous pas à l'immobilier montréalais parce que c'est pas un endroit, parce qu'on a mis en place une série de taxes, de mesures fiscales qui permettent de contraindre la demande spéculative, qui découragent les surenchères. Donc, c'est possible d'agir aussi à ce niveau-là à l'échelle d'une ville. Et de la même façon, on se revire de bord, puis on augmente la demande qui est bénéfique. Fait que pour moi, la demande qui est bénéfique, la façon que je la décris, c'est si tu es dans le marché montréalais, puis que ton but, c'est d'habiter Montréal et non pas juste d'y investir ou d'y spéculer, bienvenue, le tapis rouge fiscal est là pour toi. On a modulé la taxe foncière pour reconnaître le fait que tu es un propriétaire occupant. On peut aussi penser à développer des avantages fiscaux pour les gens qui choisissent de vendre leur propriété à des OBNL ou à des coopératives, par exemple. Donc, il y a possibilité de réfléchir à ce niveau-là. Puis, ma dernière réflexion, qui sort peut-être un peu du cadre, je dirais, traditionnel, c'est que de plus en plus, puis ça, je le salue vraiment, je vois que la Ville de Montréal, les pouvoirs publics commencent à réfléchir à la question de l'habitation, non plus juste en termes de il faut construire plus d'unités, il faut construire plus d'unités, mais en termes de maîtrise foncière. De se dire, c'est aussi la terre, c'est le foncier qui devient de plus en plus inabordable. Donc, nos politiques, nos mesures d'intervention au niveau de l'habilité, de l'abordabilité, devraient aussi avoir une meilleure maîtrise du foncier. Et là, on en parle très peu dans le projet de plan d'urbanisme, la question de la réconciliation. C'est un peu un vœu pieux. On est comme, ben, on aimerait ça que ça se passe, mais je pense peut-être qu'on ne sait pas exactement comment s'y prendre. Mais peut-être une porte qui pourrait être intéressante à réfléchir, c'est de se dire, tous nos outils de maîtrise foncière, dans le cadre du plan d'urbanisme, on les pense en fonction du droit civil, qui est le droit de la province du Québec. Puis ce que vous voyez ici, c'est tous les signataires de la Grande Paix de Montréal, qui a été un traité très, très important signé en 1703 à Montréal. Puis ce que vous voyez ici, c'est l'ensemble des droits, des systèmes de droit, donc le droit français, le droit civil, mais aussi le droit Haudenosaunee, dont font partie les Mohawks, le droit Anishinaabe, le droit Cri, le droit Wendat. Donc, tous ces systèmes de droit-là ont eu force de loi à Montréal.
Et ce sont des systèmes de droit qui existent encore toujours. Ils ne sont pas reconnus à leur pleine mesure par l'État canadien, bien que c'est en train de changer. Mais une piste qui pourrait être intéressante, c'est de commencer à se dire, si on commençait à réfléchir le plan d'urbanisme, non pas juste en termes du droit civil, mais aussi du droit Haudenosaunee, qui est le droit des Mohawks, Geotagé Montréal, ça pourrait ouvrir des portes intéressantes aussi à la façon dont on réfléchit. C'est quoi les valeurs, c'est quoi les obligations qui sous-tendent notre relation avec le territoire, notamment la question de l'abordabilité. Pour vous donner quelques exemples très, très rapides, la ville de Victoria, où je me trouve en ce moment, vient de créer un fonds de contribution à la réconciliation à travers même son mécanisme de taxe foncière. Donc, les propriétaires peuvent verser à même leur taxe foncière des fonds qui sont versés à la réconciliation. La nation Tsleil-Waututh à Vancouver a créé son protocole de consultation. Donc, certains endroits du territoire doivent être faits en accord avec l'aménagement pensé dans le droit canadien par la ville de Vancouver versus le droit Tsleil-Waututh de cette Première Nation-là qui est sur le territoire de Vancouver. Puis en Alberta aussi, la municipalité de Slave Lake puis le Sawridge First Nation ont décidé de faire carrément un plan d'urbanisme conjoint, donc de mettre leurs deux systèmes de droit, ce qu'on appelle faire du droit transsystémique, à contribution dans la façon qu'ils ont réfléchi leur aménagement du territoire. Donc, ça pourrait être intéressant aussi de réfléchir des approches comme celle-là quand on réfléchit à l'abordabilité de Montréal puis des solutions qui sont possibles. Donc, je m'arrête ici. Merci. Merci, Madame Banville. En direct d'un bateau. Oui. Merci à nos panélistes de faire parler ces chiffres, de nous offrir des regards nouveaux sur ces problématiques qui sont d'actualité.